Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, ces avocats tirent la sonnette d'alarme sur son état de santé préoccupant de Thomas Boni Yayi dans le collimateur du pouvoir. Selon ses équipes, l'ancien président béninois serait retenu contre son gré à son domicile. Passage obligé pour le développement des entreprises, le financement, et il relève souvent du parcours du combattant pour les petites et moyennes entreprises. Au Togo, dans un secteur bancaire inadapté, ces sociétés sont en grande difficulté, trop risquées de miser dans ce type d'entreprise, considèrent les investisseurs. Nous verrons les nouvelles mesures mises en place pour éviter à certaines d'entre elles le dépôt de bilan. La lutte contre le changement climatique et l'engagement renforcé de la Banque africaine de développement qui en 2018 a mobilisé près de 4 milliards de dollars pour venir en aide aux pays africains. Et voici mes invités de ce soir. Elia Minsoum, bonsoir. 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 Vous êtes sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau également, Mieri Mayoulou Nyamba, bonsoir. 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 Vous êtes conseiller municipal en France dans la commune de Noisiel. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Au Bénin, la confusion règne toujours autour de la situation de Thomas Boni Yayi qui n'a pas su s'entretenir vendredi dernier avec le magistrat instructeur chargé de l'enquête des événements des 1er et 2 mai. Les avocats de l'ancien président ont tenu une conférence de presse samedi dernier dans laquelle ils disent s'inquiéter de l'état de santé de leurs clients bloqués selon eux depuis un mois à son domicile de Cotonou. Il dénonce le dispositif policier mis en place autour de sa résidence depuis les violences post-électorales. Reportage entre correspondants, Lefti Ounou, commenté par Fanny Mounichi. La santé de Boni Yayi de plus en plus inquiétante. C'est du moins ce qui ressort des propos de ses avocats qui étaient face à la presse ce samedi 8 juin à Cotonou. Ils ont dénoncé l'assignation à résidence de leurs clients, de même que l'impossibilité pour ce dernier d'avoir accès à ses médecins et le blocus autour de son domicile. Ce qu'il faudrait savoir, à la date d'aujourd'hui, M. Yayi Boni, sa santé s'est sérieusement dégradée. Il a une tension de 17 sur 10. Aujourd'hui, ses médicaments sont épuisés. Tous les jours, à partir de 4 heures du matin, M. Yayi Boni ne dort plus. La crise sciatique. Mais on ne se soucie pas de ça et on dit qu'il faut aller l'entendre. Le juge d'instruction dépêché au domicile de l'ex-président vendredi 7 juin n'a pu l'auditionner et pour cause la dégradation de son état de santé. Le juge à cette occasion a obtenu les fiches de santé de Boni Yayi, fiches dont les avocats ont détaillé le contenu à la presse. Le certificat médical qui a été adressé en copie jointe au juge d'instruction, c'est un certificat médical dans lequel il est indiqué que le président Thomas Boni Yayi, suivi par son médecin depuis plus de 4 ans, est porteur d'une lombosciatique hyperallergique, actuellement en crise et invalidante. Rappelons que la situation sociopolitique au Bénin s'est sérieusement dégradée du fait des élections législatives non inclusives d'avril dernier et la crise post-électorale qui s'en est suivie. Plusieurs organisations de la société civile ouest-africaine donnent de la voix en appelant les acteurs politiques béninois à la retenue et interpellent la CEDEAO en vue de l'instauration d'un dialogue entre acteurs politiques au Bénin. Le domicile de Thomas Boni Yayi, toujours sous garde constante des forces de l'ordre, et cela depuis plus d'un mois. L'ex-président, que personne d'ailleurs n'a vu depuis le 1er mai, alors il est de fait assigné à résidence, mais toujours aucune communication officielle de la part du pouvoir. Elia Minsoum. Oui, alors ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que le Bénin a été longtemps considéré comme un modèle en termes de transition démocratique. Et là, la question là où on peut s'interroger, c'est quid de la question de la justice. Pourquoi est-ce qu'il est assigné à résidence et dans quelle mesure on peut s'interroger sur comment ça met à mal ce pays qui a quand même une trajectoire qui est intéressante. Quand on prend la région maintenant sur votre question sur la question de la communication, ça pose
tout un tas de questions quant au devenir de justement cette démocratie béninoise qui là souffre de tout cela, hein, c'est-à-dire d'une crise profonde. Et puis il y a une autre dimension dans l'analyse, c'est que on voit bien que dans tout un tas de pays de la région, on n'est pas sorti de la logique du chef, du leader messianique. C'est-à-dire qu'un chef peut incarner un courant dans la société. Et donc derrière, ça a des conséquences dramatiques. On l'a vu, ce qui s'est produit il y a quelques semaines de cela au Bénin. Oui, alors pour en parler un peu plus longuement, Luc Mayou vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Alors comment expliquer le fait que le pouvoir béninois ne se soit pas encore prononcé sur cette assignation à résidence qui n'est pas officielle mais qui y ressemble en tout cas? Oui, c'est clair que là, on est devant une situation qui est inacceptable dans un état de droit. C'est-à-dire qu'il y a la première chose qui est importante, c'est qu'il y a tous les égards qui sont dus au président Yahi Boni pour les fonctions qu'il a occupées. Il a été président de la République, on ne peut pas le traiter comme un citoyen ordinaire. Il y a un minimum d'égards à avoir vis-à-vis de sa personne, ne serait-ce que pour cette raison, parce que le président actuel, à un moment ou à un autre, il sera lui aussi ancien chef d'État. Et je pense que le traitement qu'il espère de la part de son éventuel successeur, c'est qu'il soit à la hauteur de la fonction qu'il a occupée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous avons déjà vécu des situations dramatiques de ce genre-là. En République démocratique du Congo, dans l'ancien Zaïre, avec le premier président Joseph Kasavubu, qui était mort également parce qu'il était assigné à résidence et qu'il n'avait pas bénéficié de soins. On a eu la même chose avec Ange Félix Patassé en République centrafricaine, qui est mort à peu près dans les mêmes conditions. Il a été évacué sanitaire, mais beaucoup trop tard. Et donc, il est mort pendant son évacuation. Et je crois que pour le Bénin, ce serait une très mauvaise image que de laisser son ancien président mourir dans ces conditions-là. Et puis, même si on peut reprocher au président Thomas Boni Yahi d'avoir eu un écart de langage quant à la manière dont il s'est exprimé sur le fait que le pouvoir allait être déstabilisé ou qu'il contribuerait à la déstabilisation du régime, je pense qu'il y a un minimum de justice à avoir. Plusieurs chefs d'État ici en France ont été inquiétés par la justice. François Mitterrand à un certain moment, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, c'est le dernier cas qui est devant nous, mais aucun d'eux n'a subi un traitement aussi humiliant que celui-ci. Et puis, pour terminer, le bulletin de santé d'une personne, c'est quand même du secret médical. Ça relève du secret médical. Et je suis tout à fait étonné d'apprendre qu'on peut communiquer aussi facilement les éléments qui sont dans le bulletin de santé d'un citoyen. Myeri Mayulu-Nyongba. Oui, écoutez, cette situation effectivement est dramatique. Et il a été souligné qu'on parle d'un état de droit, mais on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un abus de droit de la part du pouvoir en place, comme on le voit souvent dans plusieurs pays africains, où la justice est instrumentalisée selon les vœux, selon les désirs du pouvoir. M. Boni Yahi est ancien président, ça a été dit. M. Boni, donc, il n'est pas injusticiable comme tous les autres, donc il a droit à des égards. Il s'avère que ce monsieur est malade, une maladie donc, qui est chronique. Donc son bulletin de santé a été donné par ses avocats. Tous ces éléments doivent être pris en compte si ce monsieur doit être interrogé par ou la police ou la justice. Il y a des égards à voir. Et bon, tout ça rentre quand même dans le contexte des élections législatives du 28 avril qui se sont très mal déroulées. Et c'est une suite, c'est une conséquence de tout ce qui vient de se passer au mois d'avril et au mois de mai. Donc il y a aussi donc, un contexte qu'il faut prendre en compte. Mais la dérive effectivement du pouvoir béninois est inquiétante. Et pose des questions sur le fameux modèle béninois qui a été porté au nu il n'y a pas si longtemps. Elia Minsoum, on peut parler d'une dérive du pouvoir actuellement au Bénin? Si à un moment donné, c'est ce qu'on a évoqué, c'est que si à un moment donné les autorités, parce qu'elles ont toute leur importance symbolique, elles font silence, et ça pose tout un tas de questions. Et une fois de plus, on peut craindre le pire parce que les figures comme l'ancien président représentent des courants dans la société. Donc il peut y avoir des conséquences dramatiques parce qu'on sait qu'on peut avoir une capacité à mobiliser tel et tel réseau et puis ça peut se taper dessus. On a tout un tas d'exemples dans toute la région. Donc effectivement, on peut parler d'une dérive, clairement. Je veux dire, c'est quand même un pays qui a été exemplaire depuis 1990 avec une constitution. Et donc on est en droit de s'interroger sur quid de la répression. Si c'est une justice expéditive, il n'y a aucun sens. Enfin, quel signal on lance finalement à cette société, sachant que la démocratie, c'est un horizon qu'il faut de manière perpétuelle renouveler, repenser et améliorer, et pas à l'inverse détruire.
Et puis de toute façon, il ne s'agit pas de demander un traitement de faveur. Il s'agit d'appliquer la loi et rien que la loi. C'est-à-dire rien ne nous dit aujourd'hui qu'on est en train d'appliquer la loi. Il n'y a pas un cadre légal qui permette de dire le dispositif qui a été placé devant le domicile de Boni Yayi a été décrété par tel juge sur la foi de telle loi. Il n'y a rien de tel. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Parce que quand on dit qu'il y a un statut d'ancien chef d'État, on a l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures qui va se pratiquer. Non, c'est que l'État de droit dit que avant de mettre une personne en résidence surveillée ou de l'assigner à résidence, il faut qu'il y ait une raison objective. Et cette raison-là, c'est pas à la tête du client qu'on la trouve. Il faut que la loi dise voici les raisons pour lesquelles M. Thomas Boni Yayi, vous êtes assigné à résidence. Et à partir de là, oui, tout le monde s'incline. Même si après on fait appel, c'est qu'il y a déjà un cadre légal. Mais là, nous sommes dans le flou total. Et donc, on a l'impression que c'est une justice à tête chercheuse ou alors une justice à la tête du client et au désir du président. Myriam Elouniamba, vous voulez intervenir? Ah oui, je souscris tout à fait à ce qui a été dit, parce que effectivement une instrumentalisation de la justice, et on sait qu'il faut quand même recontextualiser, on sait quand même qu'entre M. Boni Yayi et M. Talon, il y a un conflit sous-jacent qui dure depuis plusieurs années. Donc depuis la fin du régime Boni Yayi, il y a eu des conflits avec M. Talon qui était un allié au départ, qui a aidé M. Boni Yayi en 2005, en 2011, à conquérir et à garder le pouvoir. Ensuite, il y a eu une brouille en 2012, et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ces deux personnalités de la politique qui sont qui ont un poids, comme a été dit, au niveau de la politique au Bénin, sont en conflit. Un conflit sous-jacent, qui est latent. Sauf que derrière, ça commence à se dégrader, et c'est la population qui va en pâtir, c'est l'image globale du Bénin qui en pâtit, et se pose la question derrière de la démocratie béninoise, où elle va, est-ce que ça reste une démocratie ou ça devient une démocrature? Et Lamine Soum? Oui, je rejoins un petit peu tout ce qu'il a dit. Là, on ne peut pas savoir ce qui va se produire, d'autant plus que les enjeux sont colossaux. On est dans une zone où le Bénin est quand même en difficulté économique. Vous avez vu ce qui s'est produit avec les otages. Il y a quand même une déstabilisation par le djihadisme dans la région, encore aujourd'hui, ce qui s'est produit au Mali, au Burkina Faso. Donc les enjeux sont tels qu'on ne peut pas, dans ce type de contexte, s'amuser à ça. C'est une forme d'assassinat politique, comme ce qui a été évoqué dans l'histoire politique africaine. C'est-à-dire que symboliquement, on détruit la personne, ou on élimine tout ce qu'il y a autour. Et malheureusement, ça rappelle de tristes pages dans l'histoire africaine. Louis Comayeux. Et puis, de toute façon, quand on regarde ce qui est en train de se produire, c'est vrai que nous sommes dans un contexte économique où chacun a besoin d'attirer le plus d'investisseurs vers lui. Quand il y a eu la crise ivoirienne, le Sénégal a essayé de tirer son épingle du jeu en attirant tous les investisseurs qui quittaient la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec le djihadisme, ce sont d'autres pays qui essaient de le faire. Et donc, dans ce jeu-là, il n'est jamais bon d'être dans un climat qui n'inspire pas confiance. Et ce que le Bénin fait aujourd'hui n'inspire confiance à personne. D'abord à ses citoyens, ensuite aux investisseurs et quelque part aussi aux partenaires bilatéraux, voire multilatéraux, parce qu'on a quand même la chance en Afrique de l'Ouest d'avoir la CEDEAO qui peut par moments s'exprimer sur des situations nationales, voire qui relèvent de la compétence du droit où les États ont failli. Et là, dans le cas de figure, je pense que les avocats du président Boni Yayi ne manqueront pas de saisir la CEDEAO, et je suis à peu près convaincu qu'en cas de saisine, la CEDEAO rendra un jugement qui ne sera pas favorable au Bénin. Donc c'est ça qui est déplorable, en arriver à des condamnations de ce type qui sont parfaitement évitables. Est-ce que le fait que le pouvoir ne se prononce pas clairement pour une assignation à résidence de l'ex-président Thomas Boni Yayi, le pouvoir ne tente pas d'étouffer une éventuelle mobilisation qui pourrait naître et qui, effectivement, elle pourrait naître. On l'a vu qu'après les élections législatives du 28 avril, il y a eu quand même un début de manifestation de la société civile qui conteste l'exclusion de l'opposition de ces élections. Tout à fait. Je pense que le flou est entretenu. Le flou du pouvoir béninois est entretenu, puisqu'il y a le contexte des élections qui viennent de se passer. Il y a effectivement une société civile qui se rebelle. Et M. Boni Yayi qui a mobilisé quand même pas mal de ses soutiens.
notamment le 1er mai. Qui est aujourd'hui perçu comme le leader, voilà, le leader un peu de l'opposition, avec M. Soglo, bien entendu, mais c'est lui qui a porté un peu le glaive de l'opposition face à M. Talon, et qui a eu effectivement des mots assez, qu'on va considérer regrettables peut-être, mais qui a exprimé une opposition assez virulente dans les mots face à M. Talon. Aujourd'hui, le pouvoir est face à cette situation, et se prononcer publiquement par rapport à ça peut entraîner des conséquences derrière regrettables, notamment sur la population, et peut continuer à durcir le climat. Eliamine Soum. Oui, il faut aussi ajouter un autre acteur, quid de la position française aujourd'hui par rapport à ça. C'est-à-dire que la question, c'est une question qui se pose dans ce contexte de mondialisation, c'est est-ce qu'on peut continuer d'aller bombarder, d'intervenir dans tout un tas de pays, de ne pas s'interroger sur les valeurs démocratiques qu'on porte ici dans les sociétés européennes, qu'on essaie de maintenir, parce qu'on vous l'avez vu, il y a des tentations populistes, et donc ça pose aussi une question, parce que je pense qu'il y a aussi, sans parler d'ingérence, mais en tout cas, dans les politiques d'influence, on peut s'interroger. Pour l'instant, il y a un silence. Enfin, je n'ai pas vu, à ma connaissance, de déclaration sur ce que pourraient dire les autorités françaises, mais qui pourrait être aussi un acteur, justement, par rapport à nos valeurs, et se dire, finalement, il y a un lien avec cette question démocratique au Bénin qu'il faudrait préserver. Mais je pense que toute intervention de la France sera forcément mal perçue au Bénin, parce que quand on est l'ancienne puissance coloniale, que l'on s'inquiète à juste titre ou pas, cela est toujours très mal interprété. La France-Afrique, on ne l'a pas encore oublié, et donc ce serait quand même un mauvais présage que de vouloir ressusciter ce sentiment-là au sein des populations béninoises. Non, ce qui est important ici, c'est que les autorités béninoises prennent leur destin en main. Et il faut surtout que l'opposition, qui a pour l'instant, de mon point de vue, toujours très mal joué, devienne beaucoup plus responsable. On n'a pas l'impression qu'elle a tiré tous les avantages de la mobilisation populaire qu'il y a eu à la suite du refus qu'elle a opposé par rapport à l'élection exclusive, aux élections législatives exclusives qu'il y a eu. Parce que, de mon point de vue, les leaders de l'opposition sont restés dans une position de « nous sommes dans notre bon droit, mais on ne fait rien de plus ». Mais de quelle marge de manœuvre dispose cette opposition qui, quand même, je le rappelle, se bat aussi, notamment pour obtenir une avancée dans l'enquête des événements du 1er et 2 mai Je pense qu'on est sur un terreau populaire qui aurait été favorable à l'opposition si elle avait pris en compte la situation des populations. Parce que, mine de rien, la casse sociale qui a été effectuée par le gouvernement du président Talon, elle est immense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de droits, les travailleurs au Bénin ont perdu plus de 50 ans d'avancée sociale. Et donc ça, ne pas le prendre en charge du côté de l'opposition, pour moi, est une faute politique. Et après, quand on est devant un échec politique comme celui qu'a été l'organisation des élections législatives, ne pas arriver à cristalliser les manifestations et les réprobations de la population pour en faire un pas vers plus de démocratie, de mon point de vue, c'est un énorme échec. Et l'opposition béninoise doit prendre toutes ses responsabilités par rapport à cela, parce qu'elle a été absente, elle a été incompétente et elle a été, de mon point de vue, beaucoup trop amorphe vis-à-vis de cette crise. C'est quand même une opposition qu'on a exclue des élections. Qu'elle soit exclue ou pas, elle doit être présente dans le débat social et dans le débat médiatique. On ne l'a pas beaucoup entendu. Je cherche les déclarations encore de tous les leaders de l'opposition. On les compte sur les bouts d'une main et il reste encore suffisamment de doigts pour compter. Malheureusement, c'est ça. Un dernier mot peut-être. Oui, absente, je dirais non, parce qu'il a été dit que l'opposition était absente. Absente, non, parce qu'ils ont quand même pu mobiliser la population où il y a eu une abstention massive face à ces élections-là. Donc ils ont quand même pu donner un mot d'ordre qui a été suivi par la population. Donc ils ont. Non, mais peut-être que l'opposition elle-même, peut-être que la population a choisi de ne pas y aller. Mais une fois que cela a été constaté, là ce n'est qu'un constat. La population n'est pas allée voter. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait du fait que la population n'est pas allée voter? C'est ça que ça n'a pas été. L'absence, non, je dirais, mais l'incompétence, oui. Sur le fait que de ne pas cristalliser et capitaliser sur cette population qui subit une crise économique. Cette population qui, effectivement, peut entendre ou se mobiliser par elle-même en disant on ne va pas aller voter parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, l'opposition, dans son incompétence, justement, n'a pas su capitaliser là-dessus, n'a pas su s'appuyer sur la crise économique, sur les conditions de vie des populations, les reculs sociaux et la tension politique pour générer une mobilisation populaire derrière cela. Oui, parce qu'en rugby, on dit souvent qu'il faut transformer l'essai. Là, il y a eu un essai, il n'y a pas eu de transformation derrière. On est d'accord. Merci à tous les trois pour ce décryptage. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.